Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière table ronde de ES World Monaco. Alors, pour nous réunir aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies et la pharmacie d'officine, des nouvelles technologies qui sont déjà bien présentes dans nos points de vente, chez les pharmaciens, qui sont plutôt bien lotis. De la gestion du back-office à la création d'un site internet, en passant évidemment par le point de vente et puis la mise en place de nouveaux services à destination des patients. Les pharmaciens sont déjà proactifs dans ces nouveaux services. Le numérique et le digital est d'ailleurs depuis plusieurs années à la porte des officines et certains l'ont largement fait entrer. On en aura autour de la table aujourd'hui. Tous les acteurs sont prêts à se lancer. Les patients sont en attente et en demande de ces nouveaux services. Pourtant, la mayonnaise ne prend toujours pas, ou en tout cas pas encore partout. Pour quelles raisons? Est-ce qu'on est face à un French paradoxe qu'il va falloir résoudre aujourd'hui? Comment convaincre les pharmaciens à monter dans ce train qui est déjà en marche? Et qui pour les accompagner? Aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 7 intervenants. Donc, à ma droite, j'ai Priscille Doragot, qui est directrice marketing pour les laboratoires Haro, génériqueur. Jonathan Leskiewicz, qui est fondateur de MedPix. Il vous en parlera tout à l'heure. Monsieur Fabrice Ferret pour HealthMe, qui est fondateur de HealthMe. Xavier Bouet pour PharmaClinic, une autre solution de télémédecine. Monsieur Stéphane Beneweiler, qui nous a rejoint et qui a une expérience à l'international en plus. Monsieur David Abenaïm, pharmacien d'officine. Ce sera notre seul pharmacien de terrain et président du groupement PharmaBest. Sa pharmacie est à Marseille, en France. Et enfin, M. Guillaume Nebout, qui est directeur Healthcare Innovation chez Walgreen Boots Alliance. Alors, pour commencer, on va évoquer l'évolution du métier de pharmacien. Un métier qui a tendance à changer sur plusieurs volets, notamment la rémunération, mais aussi sur l'exécution de son cœur de métier, à proprement parler. J'ai envie de laisser la parole tout de suite à Priscille Doragot qui va nous expliquer pourquoi les pharmaciens sont particulièrement concernés par ces enjeux de nouvelles technologies. Et puis, on va lui demander tout de suite, est-ce qu'ils sont prêts à endosser ce futur rôle? Bonjour. Alors, pour répondre à cette question, on pourrait y répondre par beaucoup d'éléments. La question, c'est pas tellement est-ce qu'ils sont prêts à endosser ce rôle de plateforme, mais c'est surtout est-ce qu'on leur a donné les moyens de prendre ce rôle-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, on voit beaucoup d'initiatives, la mayonnaise ne prend pas. Les pharmaciens d'officine aujourd'hui ont un rôle supplémentaire. En 2009, la loi Bachelot a apporté, la loi HPST a apporté des missions supplémentaires pour le pharmacien d'officine. Alors, il y a le lien articulation sur la coopération avec les autres professionnels, la totalité des professionnels de santé, l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients, mais également les conseils qui sont destinés à l'amélioration de la santé, en tout cas au maintien de la bonne santé du patient. Et pour toutes ces missions-là, est-ce qu'on a donné aux pharmaciens les moyens d'aller sur ce terrain, sachant que le modèle économique n'a pas évolué depuis, et puis surtout que la rémunération est-elle adaptée aujourd'hui à ces nouvelles missions? Donc, et est-ce que la rémunération aujourd'hui, est-ce que le temps disponible à la pharmacie, aux pharmaciens d'officine, est-ce que tout ça est potentiellement susceptible de donner cette compétence aux pharmaciens d'officine? Alors, est-ce que ça doit partir du pharmacien plutôt, ou est-ce que c'est plutôt une politique de santé publique qui doit aller jusqu'à l'interpro, ou même partir du patient lui-même? Alors, sur les conférences qu'on a pu entendre jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'interprofessionnalité. On a entendu parler aussi des pouvoirs publics. C'est vrai qu'il faudrait qu'une décision des pouvoirs publics soit donnée, mais c'est surtout ce besoin du patient qu'on a évoqué aussi tout à l'heure avec certains,
le besoin du patient aujourd'hui et l'empowerment dont on entend parler. Alors qu'est-ce que c'est que l'empowerment ? C'est cette digitalisation qui a permis aux patients d'être particulièrement informés, d'avoir une vraie culture, une culture sur sa santé. Et il y a des informations aujourd'hui qui sont intéressantes sur Internet, sur le web. C'est vrai que pendant très longtemps, on s'est dit il y a à boire et à manger, on peut trouver de tout. Aujourd'hui, il y a quand même des choses intéressantes et les patients sont très concernés. Et ça crée des patients qui ont un vrai besoin d'être acteurs de leur santé, qui ont besoin de prendre des décisions. Et on voit peut-être, et on l'évoquait tout à l'heure, grâce à ce patient-là, peut-être un système aujourd'hui de santé qui est plutôt hospitalo-centrique vers un système qui serait patient-centré et qui permettrait peut-être aux pharmaciens de prendre ce rôle justement de coordinateur du parcours de soins dont on va parler. Donc un patient qui passe la porte d'une officine pour s'engager dans sa santé, c'est aussi une source de business pour le pharmacien. Est-ce qu'il a une carte à jouer au niveau chiffre d'affaires notamment, ou en tout cas dans son rôle de professionnel de santé de proximité ? Alors, en effet, aujourd'hui, quotidiennement, je crois qu'il y a environ 4 millions de patients qui passent les portes des pharmacies. Quand on prend la totalité des officines en France, ça fait environ 180, 200 patients qui passent la porte d'une pharmacie. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Quand on sait qu'aujourd'hui, il a ce besoin ce besoin et cette culture de sa propre santé, le besoin d'être acteur de sa santé, ça permettrait en effet aux officinaux 2 choses. La première, c'est sûrement d'augmenter le trafic dans leurs officines en proposant des nouveaux services. Et puis le deuxième élément, et je crois qu'on l'évoquera un peu plus tard, c'est une certaine fidélisation aussi de cette patientèle avec des services digitaux qui permettraient aux pharmaciens peut-être de suivre son patient et en tout cas d'être en proximité avec ce patient à pathologie chronique. Monsieur Abenaïm, vous en avez l'expérience quotidiennement au comptoir. Est-ce que vous sentez une patientèle plus motivée à prendre en charge sa santé et qui en demande de ce type de nouveaux services ? Oui, je pense que oui. Nous avons lancé deux types de nouveaux services. Notre groupement est très orienté sur le service à la patientèle. En 2017, nous avons lancé un premier service, c'est la livraison du médicament à domicile via une application qui s'appelle PharmaBest at Home. Donc après un an d'utilisation, on se rend compte qu'on va toucher toute une population à mobilité réduite. Et ça répondait à une demande des patients ou est-ce que c'était motivé ? C'est une demande qui était récurrente. On se rendait compte que la famille venait faire les courses pour les plus âgés, que les voisins, quand ils pouvaient, venaient chercher l'ordonnance pour eux. Ou alors des actifs qui étaient bloqués à la maison, qui téléphonaient pour nous dire je suis malade, est-ce que vous pouvez venir récupérer l'ordonnance ? On a pensé qu'il y avait une véritable demande et l'application est très simple. Il y a une application à charger sur son iPhone ou son ordinateur et le patient n'a plus qu'à photographier ou scanner l'ordonnance et immédiatement le facteur qui est notre partenaire dans la livraison reçoit une alerte, va chercher l'ordonnance chez le patient. De l'autre côté, nous recevons une alerte avec le scan de l'ordonnance et nous préparons les médicaments. Au final, le patient reçoit son traitement et il y a une meilleure observance des traitements. Et alors pourquoi le pharmacien ? Est-ce que vous, avec votre réseau de pharmacie, vous avez senti ce besoin de proximité ? Parce que finalement, le service de livraison d'ordonnance aurait pu passer très bien par le médecin. Pourquoi s'adresser aux officines ? Aux officines parce qu'on est très proche des patients. Hein. Les gens viennent beaucoup plus souvent chez nous que dans les officines, que chez le médecin, pardon. Donc on a souvent des demandes, on est proche d'eux. Après, quand on se rend compte qu'il y a de plus en plus, et puis c'est exercer mieux notre métier. À travers de ces services, il y a un besoin d'une recherche d'excellence de l'exercice de notre métier et ça passe par ces services.
Et donc ces nouveaux services, vous en avez lancé un, ou Oui, vous allez en lancer un très prochainement. Voilà, le 5 partenariat. juin, on va lancer un service de dépistage. C'est le dépistage du cancer du mélanome à l'officine. Là, on met en place une mini-salle de consultation au travers d'un scan, le matériel qu'on a, c'est un dermatoscan. On va scanner le grain de beauté qui est douteux, que nous désigne le patient. Cette image est envoyée sur une interface, sur une plateforme, et c'est récupéré par des médecins dermatologues. Aujourd'hui, nous avons reçu l'aval du syndicat des dermatologues français. Aujourd'hui, ils nous accompagnent dans cette démarche de dépistage, plus des marques aussi qui travaillent sur la protection solaire. D'accord. Il me semble que cette initiative a été lancée ailleurs en Europe et même à l'international. Ça a été fait avec le concours de Walgreen Boots Alliance, et puis Guillaume Debout pourra nous en parler. Est-ce que c'est quelque chose qui a pris en Europe, et est-ce que c'est parti aussi du patient en dehors de nos frontières ? Tout à fait. Ce service a été lancé en août 2010 en Norvège. Sur ces 7 à 8 dernières années, on doit être autour de 70 000 grains de beauté qui ont été scannés dans une centaine de pharmacies. Et bien entendu, au début, très légitimement, ce service a posé des questions à la communauté médicale et pharmaceutique, mais on s'aperçoit qu'après une ou deux années de maturation des états d'esprit autour de ce service, eh bien maintenant, il y a une vraie interprofessionnalité qui s'est créée, puisque maintenant, des médecins généralistes orientent directement leurs patients avec un grain de beauté sur lequel ils se posent une question vers les pharmacies. Et à ce moment-là, le patient a son grain de beauté scanné par le pharmacien, et comme le disait le docteur Benaïm, envoyé à une plateforme de télémédecine. En Angleterre, il s'est passé exactement la même chose. On a lancé ce service il y a maintenant 2 ans et demi. Et là encore, au début, on a eu des interrogations. Et quand on a présenté ce service lors du congrès de 2016, le congrès mondial de télédermatologie qui avait lieu à Londres, justement, en fait, les principales questions de l'audience n'étaient pas sur la validité médicale du service, mais sur comment faire pour qu'il soit encore plus facilement accessible à la population. On s'aperçoit qu'une fois que les gens ont bien compris que ce service n'était pas n'essayait pas de rentrer sur le champ d'expertise d'une autre profession, mais était plus apporter une solution aux patients, un accès facilité à des professionnels hautement spécialisés que sont les dermatologues, via des réseaux de pharmacies qui offrent un accès aux soins ultra pratique pour le patient. Et une fois que les gens ont compris ça, la solution a très bien été acceptée. Et du coup, vous avez lancé cette solution dans les pharmacies du réseau. Qui va être le promoteur et qui va être en demande de ce service ? Est-ce que c'est le pharmacien qui va le proposer ? C'est le dermatologue ? Il y a plusieurs étapes dans l'organisation. Il y a le pharmacien qui met en place sa salle de consultation, qui forme les ressources humaines, ses équipes, les pharmaciens à savoir utiliser l'appareillage pour scanner, pour faire les photos. C'est la première partie. Et une deuxième partie, il y a notre partenaire Alcura, avec qui on a des accords pour le matériel et s'occupe de la plateforme et de la plateforme qui reçoit les images. Et enfin, il y a le réseau PharmaBest, la tête de réseau, qui s'occupe du marketing de cette opération, parce que c'est très important de faire des opérations de dépistage, mais le plus important, c'est de le faire savoir. Donc à l'intérieur de nos officines, on a un marketing tout à fait particulier, avec des kakémonos, des analytiques particulières. On a des leaflets qui sont distribués aux consommateurs. On utilise nos réseaux sociaux. Faire savoir le savoir-faire, on revient un peu à ce qu'expliquait... C'est le faire savoir. Donc, le réseau prend en charge toute la communication. Du coup, c'est ce qui manque peut-être comme arme aux pharmaciens encore, le courage de faire savoir ce qu'il est capable de faire au sein de ses officines, ou alors en tout cas de le promouvoir auprès de ses patients.
il y a sûrement se faire savoir, mais c'est aussi parce que souvent c'est ce qu'on entend, le pharmacien manque un petit peu de temps. S'il n'est pas derrière son comptoir, alors qui doit être là? Je pense que je reviens quand même sur ce modèle économique qui est pas forcément adapté pour justement des vraies missions de santé comme celles que vous abordez et qui sont l'avenir de la pharmacie, bien évidemment. Mais une fois un vrai changement, une vraie mutation qui devra être opérée et dans laquelle le digital, en effet, aidera le pharmacien. Une mutation du métier donc, qui intéresse aussi d'autres acteurs autour de l'officine. Là, je pense que M. Ferret pourra nous en parler. Au-delà de l'évolution du modèle économique, il y a l'évolution même de la pratique. Le pharmacien a tendance à ne plus être un simple distributeur de médicaments. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'observateur non pharmacien? Alors, donc je précise, je ne suis ni médecin ni pharmacien. Moi, je voudrais réagir avant de commencer par rapport à tout ce que j'ai vu depuis ce matin, parce qu'on a beaucoup parlé donc, de e-santé, de parcours de soins, de présenter beaucoup d'outils, de solutions. Je pense qu'on a oublié quelqu'un. On a parlé des médecins, on a parlé des pharmacies, on a parlé des hôpitaux, on a parlé des groupements, des maisons privées. On oublie fondamentalement quelqu'un, et c'est par là que la vraie révolution va arriver, c'est le patient. Parce que ce qui va fondamentalement changer dans la e-santé demain, c'est le patient. Parce que le patient va complètement changer le modèle, dans le sens où, aujourd'hui, un patient, il rentre dans un parcours de soins à partir du moment où il est malade. C'est-à-dire qu'avant d'être malade, je ne rentre pas dans un parcours de soins. Or, ce qui va changer tout demain avec le numérique, c'est que grâce aux outils numériques, les patients vont être en capacité de faire de l'automesure, donc de s'auto-évaluer, et en fait, il va y avoir une prise de conscience que je peux devenir malade demain. Donc on va basculer d'une médecine curative à une médecine beaucoup plus préventive, parce qu'il y aura cet appel beaucoup plus précoce de la part du patient. Donc ça va changer fondamentalement les choses, dans le sens où vous allez avoir des patients qui vont avoir besoin d'un accompagnement, d'un coaching, et notamment, je pense que le rôle du pharmacien, il y a vraiment une super carte à jouer pour le pharmacien dans ce sens-là, parce que qui va être en mesure d'accompagner le patient pour justement ne pas tomber malade, j'insiste bien, ne pas tomber malade, ou bien retarder la survenue d'une maladie, la personne qui est le plus près, ça va être le pharmacien, ça pourrait être éventuellement les infirmières. Donc un pharmacien coach de vie, en fait. Tout à fait. Sinon quoi? Tout à fait. Et je pense que la grande tendance qui va se décider dans les prochaines années, c'est qu'on va passer d'une pharmacie où aujourd'hui on est d'une pharmacie qui en fait délivre du médicament à une pharmacie qui va être le coach santé des patients et qui va les accompagner et qui, bien sûr, quand le patient sera malade, délivrera les médicaments. Alors, on avait parlé aussi, on parlait du numérique au niveau de la pharmacie. On parlait tout à l'heure du click and connect. Personnellement, moi, du recul, je pense que ça, c'est un jeu qui est très dangereux, le click and collect, parce que si vous regardez un petit peu les autres secteurs d'activité, on sait bien que le click and collect va amener à une seule solution, à l'émergence d'un leader. Et aujourd'hui, je pense que la pharmacie doit vraiment s'atteler à apporter du service, à apporter du coaching, et le plus possible se préserver du click and collect, parce que le click and collect, celui qui remportera le morceau, on le sait déjà, c'est Amazon, avec une délivrance par drone. Donc ça, c'est déjà écrit. Regardez le secteur bancaire, regardez la grande distribution au niveau alimentaire, ils se sont tous fait piéger, ils sont tous aujourd'hui en très très grande difficulté. Donc aujourd'hui, il va y avoir des besoins qui vont émerger, qui vont être complètement différents, et notamment, je disais, sur ce besoin d'accompagnement dans de la prévention, et c'est vraiment, je pense, à mon sens, le rôle que peut avoir le pharmacien demain. Et donc concrètement, s'il doit recentrer son métier sur moins de délivrance, ça va aller vers plus d'actes. Quels peuvent être ces actes et comment les développer au sein de son officine? On a déjà vu, je sais pas, je vois Gilles qui est en face de moi, bon, je pense que les choses évoluent. On va passer maintenant, on était avec aujourd'hui le gros du chiffre d'affaires d'une pharmacie qui était à la délivrance. Bon, maintenant il va y avoir des actes. Il y a possibilité de faire des actes de télémédecine, possibilité le bilan de médication, il y a toutes des choses qui vont arriver, et c'est vers ça que le pharmacien doit tendre. Et surtout,
c'est comme ça qu'il va pouvoir fidéliser son patient et avoir demain des patients comme aujourd'hui on a un médecin de famille, avoir demain un pharmacien de famille. Je vais aller à ma pharmacie parce que c'est le pharmacien qui me connaît moi. Donc il y a vraiment une personnalisation. Il faut redonner de l'humain. On parle beaucoup du e-santé. Moi, je développe une société, on fait du i, mais i n'est pas contradictoire avec faire de la personnalisation. Ça permet justement d'avoir des outils qui soient beaucoup plus proches et remettre de l'humain, de la relation entre le pharmacien et ses patients et ses clients. On peut parler de clients. Je rebondis sur ce que vous venez de dire avec l'humain. C'est quand même le cœur de votre cheval de bataille, Monsieur Bonneweiler. Est-ce que justement, on va laisser une place comme ça à l'humain, au suivi de la pathologie peut-être un peu plus chronique, et se recentrer d'autre part sur le point de vente avec des outils digitaux qui vont permettre de prendre en charge le patient dans sa globalité ? Oui, tout à fait. Je vais prolonger ce qui vient d'être dit, pardon. Je vais peut-être aussi répéter ce qui vient d'être dit, parce que c'était aussi un petit peu mon message. Donc effectivement, la digitalisation du service pour renforcer la relation pharmacien-patient, en l'enrichissant et surtout en la personnalisant. Ce que vous venez de dire, ça c'est extrêmement juste. Et en la personnalisant aussi dans une optique peut-être de s'attaquer à ce gros sujet qui est l'observance, qui a fait l'objet de beaucoup d'investissements, notamment de l'industrie, et qui aussi a connu beaucoup d'échecs dans les solutions potentielles. Et nous, le parti pris dans Pharma et moi, donc une application de suivi thérapeutique en officine, c'est de se dire qu'effectivement la personnalisation du rapport en enrichissant la relation pharmacien-patient avec un outil personnalisable et dédié permettrait d'avoir un suivi thérapeutique longitudinal, centré bien entendu sur le patient, mais initié par le pharmacien. Et c'est dans cette approche-là qu'on pourrait, comme une externalité positive, s'attaquer à l'observance. Et là, on trouverait aussi éventuellement un lien avec le business model dont parlait Madame. Donc là, on fait référence plutôt à des pathologies chroniques, mais vous avez observé aussi d'autres initiatives à l'international. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler ? Alors, à l'international, c'est un petit peu différent concernant le suivi thérapeutique, parce qu'en France, il y a des freins administratifs très forts au niveau de la NSM. Donc, d'où l'idée justement de Pharma et moi aussi de le proposer en officine et de capitaliser sur la relation de confiance, de proximité, la fréquence des rapports avec le pharmacien. Parce que, par exemple, en Allemagne, en Royaume-Uni, l'industrie sponsorise des programmes de suivi thérapeutique en mettant à disposition des infirmières, soit à distance, donc qui vont prendre contact avec les patients. Ça va être une hotline dans d'autres cas, ou une visite à domicile, peut-être aussi pour éduquer les patients. Donc ça prend une forme via un réseau, un service infirmier généralement. Ce qui n'est pas le cas en France, d'où l'idée justement de mettre en capacité le pharmacien à offrir ce service sur la durée, et notamment en se focalisant sur les pathologies chroniques, tout à fait. Donc un réseau de pharmaciens qui se constitue, encore une fois, autour du patient. Pour cela, on a quand même besoin d'outils. Là, je vais m'adresser à Xavier pour commencer, parce que c'est vrai que les outils qui sont disponibles à l'officine sont encore, on va dire, au début, en tout cas peu connectés avec l'interprofessionnalité. Qu'est-ce qu'on peut apporter en point de vente qui va permettre aux patients, voilà, de se connecter avec un réseau de professionnels de santé de par son initiative ? En fait, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ça fait 10-15 ans que je travaille dans les groupements de pharmacie auprès des pharmaciens. Et j'ai eu en fait un déclic, c'est j'ai passé 7 années en Suisse. Et cette année en Suisse, on était dans une concurrence totale entre des médecins pro-pharmaciens, des chaînes de pharmacie, des chaînes d'indépendants et des partis pris qui ont été pris par les groupements. Certains sont allés sur des immenses surfaces de vente et d'autres dans le pharmacien. J'aime beaucoup de famille, de proximité. Et je pense que pour moi, ça, c'est ce qui m'a nourri dans la préparation du projet Pharmaclinique. C'est ces pharmaciens qui prennent conscience qu'en fait, ils ne pourront pas régater par rapport à du Amazon sur du click and collect. Ils ne pourront pas régater par rapport à des pharmacies de 1000 m²
qui font 10 fois, 100 fois le chiffre d'une pharmacie traditionnelle et qui se sont dit on va se repositionner sur notre cœur de métier. Et notre cœur de métier, c'est quoi? Tous les pharmaciens, ils adorent quelque part leurs patients, il y a une relation très forte entre ces... Ils disent qu'est-ce que je peux faire pour eux. Et là, ils ont développé les premiers à faire à la télémédecine, les plus avancés, c'était en Suisse. Foracare, c'était les premiers outils dispositifs médicaux connectés, hospitaliers. Moi, j'ai lancé il y a 7 ans la détection du grain de beauté évolutif et du mélanome en partenariat avec l'hôpital de Zurich et le laboratoire Pierre Fabre. Et on l'a déployé sur une 50aine de pharmacies en Suisse romande. Et on a pu ainsi initier des projets. Et là, on a vu des pharmaciens qui étaient heureux de pouvoir quelque part se remettre en question, de se repositionner sur leur cœur de métier, et puis d'apporter un vrai service à leur patientèle. Et là, je pense qu'il y a un double enjeu, qui est de dire, il ne faut pas, c'est où, c'est et. C'est qu'il y a un axe sur la prévention, où je pense qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui par rapport au rôle du pharmacien, et effectivement l'observance, qui est un sujet éminemment compliqué et complexe, même au niveau de l'ANSEM et des règles juridiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, le pharmacien, rien ne va lui tomber dans la main, on ne lui donnera rien. Parce que même quand on regarde les premières lois sur la télémédecine, le pharmacien était absent. Il était absent du dispositif de télémédecine. Et c'est ensuite qu'il a été rétabli grâce à l'intervention des syndicats et de plusieurs personnes dont on a assemblé aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'était pour moi un drame, parce qu'aujourd'hui, moi je ne parle plus de pharmacie, et je pense que c'est la première maladie en fait, du système de santé français, tel que moi je le vois, c'est un système qui est hyper cloisonné. Tout venait préalablement des hôpitaux qui décident d'un principe thérapeutique que les spécialistes mettent en œuvre, que les généralistes appliquent et que le pharmacien délivre. On avait la bonté de nous dire le pharmacien peut délivrer. Aujourd'hui, alors même si c'est une loi qui a 10 ans et qui n'a toujours pas bougé, qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, on a dit on brise, on veut décloisonner cette relation entre les différents professionnels de santé et ils doivent désormais interagir. On doit décloisonner. Et moi, de fait, maintenant, depuis 2 ans que j'ai lancé ce projet, je me suis rendu compte qu'on ne savait pas parler aux professionnels, aux médecins. Le pharmacien n'a pas appris à présenter son savoir-faire, donc savoir communiquer, comme vous le disiez, son savoir. Et là, c'est un vrai enjeu je dirais même de survie pour le pharmacien, pour valoriser son savoir-faire, ses études. C'est le pro du médicament et notamment donc c'est le meilleur qu'il puisse y avoir dans l'écosystème. Et c'est pour ça que moi je parle d'un nouvel écosystème de santé dans lequel je pense le pharmacien a été oublié. Fort heureusement, il a été réintégré à force quelque part, enfin, un peu de lobbying et d'actions concrètes par les URPS, par les différents acteurs. Et désormais, il faut prendre le pouvoir. Et là, moi, je vous rejoins totalement. On ne parle plus pharmacien, médecin, spécialiste. Il faut que toute l'organisation s'organise autour du patient. Et désormais, le seul moyen, quelque part, de répondre à toutes les problématiques, même juridiques, c'est aujourd'hui, il faut dire une chose, celui qui décide, c'est le patient. Point barre. On lui fait signer, et c'est ce qu'on a mis en place, la première chose qu'on a mis en place à la pharmaclinique, le consentement éclairé. Quand il rentre à la pharmacie, on s'est focalisé, et ça c'était parce j'ai la chance d'avoir une partie de ma famille qui est dans le domaine médical et au conseil de l'ordre des médecins, et ils m'ont dit surtout, reste concentré sur les pathologies chroniques. Prévention si tu veux, et les pathologies chroniques. Et on s'est dit, on ne va pas s'amuser à travailler sur toutes les pathologies chroniques, on se concentre sur l'hypertension artérielle et le diabète. À partir de là, on s'aperçoit que ces 2 seules pathologies représentent 30% du chiffre de la pharmacie. Donc, c'est tout naturellement qu'il faut aider le pharmacien à se recentrer sur ce cœur de métier et considérer donc, ces LTIC simplement comme un outil d'amélioration quelque part de la compréhension de la vie du patient, de son parcours de soins. Et tous les groupements de France, tous les pharmaciens de France font depuis toujours des pré-dépistages diabète en HTA, sur les tensions, il y a énormément d'initiatives. Ils le font en campagne, ils le font pas... Ils le font en campagne, mais on perd toute la traçabilité. Et je pense que l'opportunité justement de ces nouvelles technologies, ce qu'on appelle les IoT, Internet of Things, c'est de pouvoir se dire, enfin, on a la possibilité
de pouvoir utiliser ces nouvelles technologies pour garder une traçabilité et un suivi de tout le parcours de soins. Et si on demande l'avis aux patients, quand ils rentrent à la pharmacie, ils disent, mais au fait, c'est qui votre médecin traitant? Ah bon, est-ce que vous voulez qu'on partage l'information avec lui? Et à partir de là, on met ce qu'on appelle un dossier, puisqu'on n'arrivait pas à décloisonner le DMP avec le DP. Il y avait, alors ce que je trouve absolument scandaleux, c'est qu'il y a aussi les logiciels de gestion d'officine qui mettent beaucoup de barrières à la remontée des données, alors que la loi européenne oblige à avoir ce qu'on appelle l'interopérabilité des systèmes. Et ça, c'est un point sur lequel le pharmacien et même les syndicats doivent se battre. C'est inacceptable. Aujourd'hui, les données, elles appartiennent ni aux pharmaciens, elles appartiennent aux patients, et à lui décider ce qu'il veut en faire. Et à partir de là, on partage ces informations avec le médecin de proximité, le dermatologue de proximité, et c'est là où je parle d'un nouvel écosystème de santé, où on va réunir non pas des plateformes de type Amazon, mais des plateformes de médecins qui vont aider quelque part à la désertification médicale. Parce que quand on sait que 85% du chiffre d'une pharmacie dépend de la prescription médicale, s'il n'y a plus de médecins, on va vers des déserts médicaux, assurément. Donc utilisons ces nouvelles technologies comme une opportunité pour mettre en place un écosystème, on va dire, innovant, mais de proximité, qui mettent c'est pas le pharmacien au cœur du dispositif, non, c'est le patient au cœur du dispositif, et qui va travailler avec son médecin, son pharmacien, un spécialiste s'il le faut, l'hôpital, donc quand il y aura des pathologies chroniques, pour qu'on puisse faire les suivis de réserve hospitalière et être dans un nouveau paradigme de santé. Je pense qu'on est, et aujourd'hui, c'est aux pharmaciens de prendre le pouvoir et ne pas rien attendre des pouvoirs publics. Je pense que c'est à lui de prendre cette initiative, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de financement. Après, on en reparlera plus tard. Après, je vous parlerai de mes écueils et de mes difficultés, où on n'a pas de modèle financier. J'en profite pour demander aux pharmaciens présents si les membres de son réseau sont prêts à endosser ce rôle de pharmacien de prévention, référent de prévention, et si les freins qui ont été évoqués à l'instant là, par M. Bouet sont quelque chose qui est limitant dans l'exercice de votre dépistage sur le long cours, ou en tout cas une activité comme ça de service de santé publique sur le long cours. Je pense que les affiliés du réseau sont prêts à prendre en charge toutes ces campagnes. Le problème, c'est que vous avez évoqué de l'information. Il y a un énorme travail de notre part à faire et le faire en concertation avec tout le réseau médical. Et du coup, qui pour former ces pharmaciens à échanger avec les autres professionnels de son secteur, qu'ils soient pharmaciens ou médecins d'ailleurs? Alors, je dirais qu'il y a trois axes. Il y a un. Aujourd'hui, le pharmacien n'a pas de légitimité lorsqu'on a rencontré les premiers médecins, quand on mettait en place la plateforme sur Besançon, sur Vesoul, on a fait sur Marseille. Et on avait vraiment au début des préjugés très forts de la part des médecins en disant « Oh là là, le pharmacien, qu'est-ce qui vient nous emmerder sur faire de la télémédecine qui continue à vendre ses médicaments mais qui nous fout la paix ». Et ensuite, il y a tout un travail d'éducation, de prise de parole, de communication pour expliquer le projet. Et quand on dit notre partage de préoccupation, c'est le patient, je peux vous assurer qu'il n'y a plus un médecin qui s'oppose au projet. Si ça, attendez, là on ne parle pas de corporation, ni pharmacien, ni médical, on parle de l'intérêt de votre patient. Et on lui demande simplement de pouvoir vous donner l'autorisation de pouvoir accéder à un dossier patient partagé. Alors quand on y a arrivé, on a pris un dossier patient privatif, agréé par la CNIL, la ZIP, et qui est une plateforme de débordement pour des urgentistes, mais qui permet d'avoir l'avantage de pouvoir dire on peut le partager avec Jean Mingeot, avec donc à Besançon qui est un hôpital, avec les médecins qui sont autour des pharmacies, avec les pharmaciens. Et on a même eu, parce qu'on a développé en Martinique, on a eu l'opportunité de faire la Martinique, et les infirmières se sont greffées sur le projet, et là du coup aujourd'hui, elles sont en train de promouvoir en fait le système par elles-mêmes, qui deviennent des références actives pour développer le projet, pour le promouvoir, parce qu'elles vont beaucoup au chevet du patient. Donc je pense qu'il faut vraiment intégrer aussi les infirmières dans le dispositif, dans cet écosystème. Un dossier médical partagé qui d'ailleurs va être déployé et ouvert dans son sens plus large aux pharmaciens. Ce qu'on souhaite le plus vite possible. C'est ce qui va se faire, parce que bon, c'est vrai qu'on observe beaucoup la ville, l'hôpital, et les échanges qui ont lieu comme ça dans les centres hospitaliers, qui se font très bien d'ailleurs à l'occasion de staff ou de trans. Vous, Jonathan,
via Medpix, vous favorisez justement ces échanges sécurisés. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est la force aussi de cette interpro et comment ça va pouvoir aider le pharmacien à déployer ces nouveaux services au sens large? Je vous remercie de cette question. Alors pour le moment, on a beaucoup parlé de la relation entre le pharmacien et le patient. Nous, chez Medpix, on s'intéresse et on travaille sur les différentes connexions et les différents échanges qu'il peut y avoir entre professionnels de santé. Donc le pharmacien qui peut discuter avec le pharmacien, mais aussi le pharmacien qui peut discuter avec un médecin, avec un infirmier, avec un kiné, pourquoi pas. Et ça fait 4 ans qu'on a commencé ce réseau. Aujourd'hui, on a 50 000 professionnels de santé qui échangent. Un des enjeux premiers sur Medpix, ça a été de se dire, est-ce qu'il faut cloisonner les échanges? Est-ce qu'il faut faire des groupes pour les pharmaciens, des groupes pour les infirmiers, des groupes pour les médecins, etc. Ou est-ce qu'il faut au contraire avoir un lieu commun d'échange? Et de ce lieu commun d'échange va émerger un nouveau type de discussion et des échanges qui pourront au final apporter un plus de ce qu'on peut avoir dans les différentes corporations. Et malgré les idées reçues, on s'est rendu compte que assez facilement, de par les échanges qu'on a pu observer, c'est nouer une coopération, une collaboration entre ces différents acteurs de santé, chacun dans leur domaine d'expertise. Et on a beaucoup de pharmaciens qui vont participer à un diagnostic, une sorte de staff médical, comme on pourrait trouver à l'hôpital, mais là, du point de vue libéral, qui vont venir commenter un diagnostic clinique en y apportant un diagnostic sur le médicament, en proposant une autre posologie sur un traitement, par exemple. On a aussi des pharmaciens, dans le cadre de ces échanges, qui vont publier une ordonnance pour demander l'avis d'autres confrères. Et là, c'est intéressant aussi de voir que sur une ordonnance peut débuter un débat, notamment sur les prescriptions de base, sur le diagnostic clinique, mais aussi sur les interactions possibles entre différentes molécules, en se disant bah, peut-être qu'il faudrait réadapter le dossier dans les prescriptions dans le cadre de telle ou telle maladie clinique. Peut-être que par rapport au premier diagnostic qui avait été opéré et aux différents effets secondaires qu'on peut observer, il serait bon de faire des examens complémentaires. Et donc aujourd'hui, on pense que, d'ailleurs comme ça a un petit peu été dit dans cette discussion, que le changement sur les technologies de l'information et de la communication va venir de l'utilisateur lui-même, pas d'un organisme d'État qui va déployer un système pour tous les professionnels de santé qui vont leur dire voilà, aujourd'hui il faut utiliser ça. Ça a été tenté par exemple avec la ZIP et la messagerie sécurisée MS Santé. Bon, aujourd'hui, on voit qu'elle est très peu utilisée par rapport à d'autres systèmes qui, eux, sont plus portés sur ce que recherche l'utilisateur et sur ses besoins premiers et qui va être en constante évolution. Le lien, du coup, entre DMP et votre solution, c'est ce qui manque au pharmacien de l'officine pour déployer son interpro? Disons qu'effectivement, là où le DMP va être l'historique du patient et va lui permettre de pouvoir, en un coup d'œil, savoir à qui il a affaire et pouvoir être en sécurité par rapport aux prescriptions qu'il va pouvoir faire, notre système vient en complément d'information et de par les échanges, il lui permet d'avoir une formation continue, de par les discussions qu'il va avoir avec les autres pharmaciens, de par les discussions qu'il va avoir avec d'autres corps de métier, spécialités médicales, ça va lui permettre de pouvoir, de par les expériences cumulées, de pouvoir se former, de pouvoir faire moins d'erreurs et de pouvoir mieux exercer sa profession. Donc on va lutter contre justement le cloisonnement, comme on le disait tout à l'heure, des spécialités, qu'elles soient médicales ou en tout cas des paramédicales. Derrière, qu'est-ce qui peut encore plus aider à lutter contre ces corporatismes qui parfois peuvent limiter le déploiement de nouveaux outils à l'officine et qui peuvent aussi aider le pharmacien à aller davantage vers son patient en lui proposant ces solutions de prévention? Je pense que ce qui va pouvoir aider, c'est déjà qu'il y ait une vraie vision
aujourd'hui, ce dont on pêche, à mon sens, en France, c'est qu'il n'y a pas de vision. C'est-à-dire que chacun apporte sa solution. On présente l'e-santé comme des solutions. Or, l'e-santé, c'est des outils. Moi, j'ai bien aimé ce matin, quelqu'un a fait une remarque en disant on parle aujourd'hui de e-santé, demain, on parlera de santé. Et le numérique et le digital sera juste quelque chose qui sera intégré. Mais c'est bien pour la prise en charge de la santé. Donc, aujourd'hui, ce qui est bloquant, à mon sens, c'est qu'il y a tous les jours il y a des nouvelles solutions qui apparaissent qui, en fait, n'apportent pas de réponse globale. On parlait tout à l'heure, par exemple, du problème de la vie de l'hôpital, du problème que le médecin est surchargé. Le fait de passer du curatif au préventif, que ce soit d'autres personnes que le médecin qui utilisent le curatif, ça va dégager, on a beaucoup parlé ce matin du temps médical. Il est évident que si c'est une solution claire, le fait de pouvoir faire du préventif, on va pouvoir dégager du temps médical pour les médecins pour se focaliser sur ce qui est leur métier propre, c'est de faire du curatif. Et donc en ayant d'autres personnes qui, en amont, avec d'autres solutions, fassent du préventif, on va dégager du temps médical. Et ce qui pêche aujourd'hui, à mon sens, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas cette vision de qu'est-ce que peut amener le digital, qu'est-ce que peut amener le numérique dans la prise en charge globale des patients demain. Et c'est le vrai problème, c'est qu'on est, enfin, si vous regardez, il y a des centaines de solutions qui sortent tous les jours, mais il n'y a pas la vision. Il n'y a pas quelqu'un en haut qui donne le drive en disant ben voilà, ça va apporter ça, ça va permettre de faire ça. Donc maintenant, on construit une architecture et on construit quelque chose pour aller plus vite vers ce que pourra faire la e-santé demain. Donc à mon sens, je ne sais pas comment vous voyez aussi les choses, mais je pense que c'est ce problème auquel on est confronté. Un manque de vision, sans doute, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, avec la NSM qui peut verrouiller certains volets du déploiement de ces solutions. Le pharmacien, même s'il met en place des solutions comme PharmaBest sur la gestion du mélanome, il manque de données pour montrer une preuve de résultat. Qu'est-ce qui pourrait valoriser ces nouvelles missions? Ouais, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'aujourd'hui, tout l'arsenal juridique est là. Effectivement, il manque un chef d'orchestre. Si vous regardez sur, par exemple, les CISA, les sociétés professionnelles de soins ambulatoires, aujourd'hui, rien n'interdit à un pharmacien, un médecin, un infirmier, un kiné de s'associer pour créer une maison, une MSC, une maison donc, de soins pluridisciplinaires dans les zones de désertification médicale. Donc aujourd'hui, l'arsenal est là. Donc on a la possibilité maintenant de traiter les données. On a le RGPD qui encadre la sécurisation des données. Donc aujourd'hui, je pense qu'au-delà de cette vision, donc je suis d'accord avec toi, c'est vraiment essentiel, et c'est donner ce cap en disant, aujourd'hui, et plutôt que de devoir tout embrasser, c'est peut-être se consacrer sur peut-être des points stratégiques. Enfin, je pense par exemple, sur lequel j'ai un sujet, on travaille, mais je n'ai rien aujourd'hui mis en œuvre, par exemple sur l'oncologie. C'est dramatique aujourd'hui sur le problème de l'interprofessionnalité, c'est pour ça que je vais revenir dessus. Et aujourd'hui, on a besoin d'associer tous les corps de métier au cours de la prise en charge la prise en charge du cancer. Et aujourd'hui, c'est tous ensemble qui doivent travailler. On voit que à Marseille ou aujourd'hui, tous les établissements de pointe, IPC, Paoli Calmette ou d'autres, aujourd'hui ont regroupé toutes ces compétences, mais sur leur propre initiative, parce qu'effectivement, le conseil d'administration de ces hôpitaux ont décidé de le faire et ils le font. Donc aujourd'hui, mon message, c'est de dire, faisons-le. C'est que nos barrières, elles sont plus dans nos têtes. Et c'est aujourd'hui, c'est peut-être à 100, 500, 1000 pharmacies qui prendront ces initiatives et qui prendront le pouvoir demain. Je pense qu'aujourd'hui, tout l'arsenal est là pour pouvoir le faire. Je ne vois pas aujourd'hui d'écueil en prenant toutes ces précautions pour faire ça dans les règles de l'art, pour ne pas le faire. Et ensuite, il faut effectivement beaucoup se former sur comment décloisonner et se parler, parce qu'on ne sait pas se parler, ça c'est le premier point. Puis deuxième point, parce que je reviens maintenant sur le point que j'ai levé tout à l'heure, c'est qui est un peu juste clé, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de financement de la télémédecine en pharmacie, ni de la e-santé. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait des outils de mesure économique sur l'impact des initiatives qu'on pourra mener. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai dû investir sur des extracteurs auprès des LGO pour mesurer, pour pouvoir dire, aujourd'hui, en pharmacie, en moyenne, on a à peu près 1200 hypertendus
par pharmacie. On a 80 diabétiques, on a 60 asthmatiques. Et ensuite, on va voir quel est l'impact médico-économique sur ces patients qui ont été pris en charge à la pharmacie. Et aujourd'hui, bon, j'ai quelques chiffres là que je vous ai amenés, mais grosso modo, on sait que sur les pharmacies qui l'ont mis en place, on fait à peu près 30 entretiens de 15 à 20 minutes par mois. On a en moyenne 120 hypertendus qui sont désormais en suivi dans les pharmacies, ce qui représente 15% du potentiel hypertendu en pharmacie. Et aujourd'hui, on peut être en mesure, comme vous l'avez fait dans le projet de Dermato, qui est, à mon avis, très louable, c'est de dire on va pouvoir mettre en place des outils de complémentation de la prise en charge des patients. Donc c'est apporter donc, des partenaires qui vont sur les compléments alimentaires, sur la bonne observance des traitements. Et ce sera, donc là je reviens sur cet écosystème, où il faudra qu'on ose aussi intégrer des partenaires industriels dans ces projets, mais que l'ANSEM n'est pas prête à intégrer. Là, je vais faire appel à l'œil international de Monsieur Nebou. C'est vrai que dans d'autres pays, on a un système qui est mieux mis en place, ou en tout cas qui est valorisé par les autorités de santé. Comment ça se passe, notamment en Angleterre, sur ces services de télémédecine disponibles à l'officine, ou même dans les autres pays que vous avez expérimentés sur la pathologie du mélanome? Question complexe. En Angleterre, le système de santé est très décentralisé. Il y a 204 CCGs, qui sont des tout petites entités, auxquelles la NHS donne le budget pour gérer la santé sur cette petite zone. Dans certains de ces CCGs, ils ont sponsorisé un service équivalent à celui du Dr Benhaim qui est en train de lancer chez PharmaBest. Donc dans ce cas-là, ce sont les médecins qui orientent le patient vers le pharmacien pour qu'il fasse le scan du grain de beauté. Et ça, c'est pris en charge c'est gratuit pour le patient, c'est pris en charge par la NHS. Dans d'autres endroits, c'est de l'ordre du privé. C'est-à-dire que c'est le patient qui paye par lui-même. Ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est que ça a été le modèle qui a été employé sur la vaccination. Et là encore, on a tendance à s'auto-flageller en France, comme quoi on est bien malheureux parce qu'on a des instances qui ne comprennent rien, des régulations qui sont trop fortes et des politiques qui ne font jamais de travail. Néanmoins, quand on regarde le pilote sur la vaccination, c'est le premier pays où, en fait, il a été pris en charge par la force publique dès le départ. En Angleterre, comment ça a été fait? C'est qu'on l'a lancé dans les pharmacies, c'était en 2008, et c'était un service payant. C'est-à-dire que le patient payait son vaccination, et l'acte de vaccination, c'est à peu près 17 pounds. Ça a été fait pendant plusieurs années, et la NHS, voyant que ça marchait, s'est dit « Ah ben, on va le rendre gratuit pour les patients à risque de plus de 65 ans. » Donc en fait, comme le concept, c'est on teste de manière privée, on voit que ça marche, on le prend en charge sur l'argent public. En France, ils l'ont fait tout de suite sur l'argent public. Ils ont pris un risque. Alors certes, et on a aidé le gouvernement là-dessus, ils ont vu comment ça se passait en Grande-Bretagne, ils ont vu comment ça se passait aux US, ils ont vu comment ça se passait au Portugal, mais ils ont quand même fait ce geste-là. Donc on ne peut pas dire qu'en France, c'est toujours plus difficile. Il y a des choses qui marchent bien. Sur des marchés comme les États-Unis, où on a lancé un service équivalent à celui de PharmaBest, mais pas sur les grains de beauté, mais sur les autres pathologies de peau, là, c'est très complexe puisque chacun paye suivant l'assurance privée qu'il a. Donc on est obligé de mettre des moteurs pour aller pinguer les différents assureurs. Mais qu'est-ce qu'on voit dans tous les cas? C'est que quand on lance un service en pharmacie, quand on le lance à l'échelle, et c'est peut-être là le problème de la France, c'est la mise à l'échelle, eh bien, ça apporte des résultats tangibles en termes de volume et donc en termes de santé publique, et que dans ce cas-là, le payeur, enfin, l'assurance sociale, voit tout l'intérêt qu'il a à utiliser les pharmacies pour avoir un accès facilité en volume et par du personnel hautement qualifié directement sur le patient. Mais la difficulté du marché français, c'est la fragmentation. C'est qu'il y a plein de bonnes idées, mais c'est souvent sur des petits volumes. Or, le payeur, la sécurité sociale, ce qui les intéresse, c'est des gros volumes. Et c'est difficile à faire en France. Donc ça doit partir probablement des groupements ou en tout cas d'associations de pharmaciens. Comment ça peut se passer les groupements, ici? les associations de pharmaciens, peut-être driver avec le concours des syndicats ou des gens qui peuvent fédérer des grands nombres de pharmacies. Mais la vaccination est un bon exemple. Ça a été géré par les URPS, je crois. Enfin bref, ça a été géré au niveau de l'État. Et il y a eu, je ne sais plus, 150 000 vaccinations, 5 000 pharmacies qui ont été formées. Enfin, ça a tout de suite eu un grand impact.
Et c'est vrai que le problème de la vaccination est important en France, donc on voit que la force publique a réussi à mettre quelque chose en place facilement, je ne sais pas si c'était facile, mais quelque chose d'efficace. On peut imaginer que sur un pays comme la France, où le marché de la pharmacie c'est des pharmaciens indépendants, eh bien, il y aura besoin du support de la santé publique s'ils veulent faire des choses à l'échelle, sur des grands volumes de patients. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des chaînes comme PharmaBest qui ont la colonne vertébrale de lancer des services comme le grain de beauté. Et vraiment, c'est une splendide initiative, mais c'est encore difficile à mettre en place. Et justement, pour mettre concrètement en place ces services, là, je fais appel à vous trois, parce que vous démarchez les pharmaciens pour qu'ils se lancent en tout cas dans ces activités qui sont toutes nouvelles dans leur point de vente. Comment est-ce que vous les convainquez ? Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre ? Comment est-ce que vous arrivez à les amener à proposer ces services qui sont aussi payants et qui peuvent être un levier de rémunération nouveau pour eux ? Nous, personnellement, le service n'est pas payant. On fait gratuit, parce que je ne crois pas au modèle payant sur Internet. Donc, aussi bien les services qu'on développe pour les professionnels de santé, c'est gratuit. C'est pareil pour les patients. Et on est plus sur un modèle avec des annonceurs, des sponsors, ou autres, ou établissements. Donc, ça, c'est une première chose. Après, c'est vrai qu'il y a un gros problème d'éducation. Je parlais tout à l'heure de vision, le fait de bien expliquer que la révolution, elle est là, on y est, mais ce sont des outils. Tout ce qu'on développe comme le I, ce sont des outils. La mutation, elle ne vient pas par les outils qu'on va proposer. La mutation, elle va venir par le fait, comme j'expliquais tout à l'heure, que le patient va changer, fondamentalement. Et donc, comme il va changer, il va falloir s'adapter. Et donc, c'est là où nous, on essaye d'intervenir en disant, attention, ne ratez pas le train, ça va évoluer, que vous le vouliez ou non, et que vous freiniez ou non, de toute façon, ça va évoluer. Ça va changer parce que, voilà, je ne suis pas conscient que je suis malade, je ne me soigne pas, je suis conscient que je vais pouvoir devenir malade, je vais me soigner. Ça, c'est clair. Tous, en début d'année, quand on se croise, on se dit bonne santé, donc c'est quand même quelque chose qui importe pour tout le monde. Donc, je ne connais pas, moi, une personne qui n'a pas envie d'être en bonne santé. Ce qu'il y a, c'est que les gens, aujourd'hui, ont des comportements qui sont atypiques, qui sont pas bons, et en fait, ils le continuent parce qu'ils n'avaient pas, comme je disais tout à l'heure, cette mesure. Donc, c'est ça que va changer l'EI, c'est que les gens, maintenant, vont être conscients, et ils vont pouvoir mesurer leur comportement défaillant. Donc, nous, le rôle aussi que l'on a, alors on intervient au niveau des profs de santé, on intervient au niveau des réseaux de soins, tout ça, c'est de faire cet accompagnement, de dire, attention, c'est en train de changer, ça va changer, ça a changé dans d'autres pays, et de fait, votre métier va muter très profondément. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la pharmacie, le métier, va muter très profondément. Et je ne suis pas en train de vous parler de ce qui va se passer dans 10 ans. Regardez aujourd'hui, je donne un exemple, c'est les objets connectés, les montres. Une montre connectée, c'est l'objet qui a été le plus offert pendant les fêtes de Noël. La fête des mères, le nombre de mamans qui ont reçu un objet connecté. Quand vous savez la puissance que peut avoir un bête objet connecté sur plein de choses, et que les gens, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, l'échange, je regardais encore tout à l'heure, j'ai appris ce matin que Air France avait gagné un challenge mondial sur un nombre de pas. Donc il y a eu un truc, je ne sais pas si vous entendez parler, c'était ça tournait. Donc les gens se fixaient donc le nombre de pas. Toutes ces choses-là, ça peut paraître anodine, mais ça va révolutionner toute cette prise en charge, et ça va aller très très vite. Je vous dis bien, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est dans les semaines, les mois qui viennent. Et si c'est pas déjà fait. Et là, on trouve un peu le paradoxe de la pharmacie. Donc effectivement, moi j'aime beaucoup cet exemple de la montre connectée, parce que n'importe qui est capable d'aller à Decathlon, Boulanger, Darty, pour aller acheter sa montre connectée, sa balance connectée, son tensiomètre connecté, et d'y payer le prix sans même savoir s'il est cher ou pas cher. Par contre, dès lors qu'il rentre en pharmacie, il a l'habitude que ce soit gratuit. C'est la Sécu, c'est la mutuelle. Donc il ne paye pas. Donc pourquoi il se mettra à payer quelque chose en pharmacie alors qu'il l'achète par ailleurs dans d'autres réseaux de distribution, ce qui est absolument hallucinant, mais c'est le principe même quelque part du tiers payant qui a été institué en pharmacie. Donc ça, c'est une des problématiques. Donc je pense que la démarche, elle est justement tripartite pour répondre à votre question du financement. C'est de dire, à mon avis, on sait que
la Sécu et les mutuelles ne paieront pas. Les mutuelles sont intéressées à prendre en charge une partie de certains services qui pourraient amener à, on va dire, une meilleure maintenir en forme les gens plus longtemps. Donc ça, on a vu Oscar aux États-Unis, c'est leur modèle économique, et ils ont pris 20% de part de marché à New York en l'espace de 6 mois. Et ils ont damé le pion à tous les acteurs historiques de l'assurance aux États-Unis. Donc on voit que même l'assurance se réinvente par la prise en charge de la prévention dans le système de financement des assurantiels. Donc premier point, effectivement, il y a des acteurs qui peuvent aider à financer. Il y a des partenaires industriels qui doivent aussi aider au financement dans les parcours d'observance, dans les parcours de prévention. Et il ne faut pas avoir peur d'aller chercher du financement par ce biais-là. Bien évidemment, le pharmacien, parce qu'aujourd'hui, il loue son LGO, il loue son matériel informatique, il achète des comptoirs, des présentoirs, du digital. Il investit beaucoup dans le digital actuellement, qui confie d'ailleurs à des sociétés de régie, donc qui en perd la maîtrise, mais ça c'est un autre débat. Et donc aujourd'hui, le pharmacien doit revoir son modèle économique d'investissement en disant « je dois investir dans, quelque part, des outils, il y en a énormément sur le marché actuellement d'intelligence artificielle, d'aide au diagnostic, parce que le pharmacien n'a pas le droit au diagnostic médical. Donc il doit se faire aider par des systèmes d'intelligence artificielle pilotés par les médecins qui vont pouvoir justement interagir avec le pharmacien. Et le pharmacien est dans la collecte d'informations, dans la transmission et dans la formation aux patients. Donc il y aura donc ce financement par le pharmacien. Et le troisième, bien évidemment, il faut on éduque le patient. C'est le patient qui doit commencer à payer. On ne doit plus faire le tout gratuit. Et il est aujourd'hui prêt à payer en allant dans d'autres réseaux. Donc aujourd'hui, dès lors qu'on fournit des prestations, je pense que vous serez confronté au même problème en dermato. Parce que je peux vous assurer qu'une consultation de télémédecine, donc, nous on a à peu près, quand on fait une régulation, donc quand on fait la prise de tension, 1 fois sur 5, on a eu à faire une régulation médicale. C'est-à-dire que l'appareil de prise de tension a déclenché, il y avait un facteur d'alerte, et qui a déclenché un appel de la plateforme de médecins vers la pharmacie au niveau du patient. Une régulation médicale dure en moyenne 7 à 8 minutes. Donc le coût de revient de cette régulation médicale est 17 €. Aujourd'hui, on a acheté suffisamment d'unités justement pour payer ce prix-là, mais c'est un coût qui est là. Le médecin, au téléphone, a passé 7-8 minutes à faire sa régulation médicale pour envoyer sur un généraliste ou un spécialiste. Mais l'acte et la dépense est là. Donc aujourd'hui, qui finance? Alors pour répondre à votre question et de être honnête, aujourd'hui, c'est le pharmacien. Donc c'est un modèle qu'on a lancé depuis 2 ans qui est en ce qu'on appelle proof of concept, qui est en validation, mais on voit qu'on s'épuise. Donc aujourd'hui, il faut trouver des nouveaux relais et amener le patient à dire si vous voulez faire une régulation médicale, c'est X € de l'acte, et c'est pour ça qu'on attend avec impatience septembre pour que cet acte de télémédecine puisse être reconnu en pharmacie. Payer à l'officine pour un patient, c'est quand même un peu moins commun que payer en cabinet médical. Comment est-ce que vous avez apporté votre solution et comment, M. Benaïm, vous proposez une tarification pour ce service de dépistage qui s'adresse à une toute nouvelle cible? Aujourd'hui, nous apportons une tarification. Cette tarification est faite à prix coûtant, c'est-à-dire le prix qu'elle nous revient, l'argent qu'on reverse à nos partenaires pour l'allocation du matériel et l'interprétation par le médecin de la visite. Nous, aujourd'hui, notre expérimentation, on ne fait pas une campagne, faire une campagne, on le fait avec une vision. C'est aujourd'hui pouvoir montrer notre capacité à faire des opérations de dépistage et que ces opérations puissent apporter quelque chose en termes de santé publique. Alors moi, je suis très pragmatique. Je ne vais pas dans l'avenir, on va faire des... Je suis très pragmatique. C'est ces choses-là qu'on a envie de faire. C'est de montrer que nos actions peuvent servir directement à faire des économies à la Sécu, parce que tout le monde en parle. Et deuxièmement, à sauver des vies. Et quand on a détecté un mélanome malin et que le patient n'est pas mort, qu'on a fait ça dans tout le réseau, je serai content, ça me suffira. J'aurais fait une mission de santé publique. Voilà. Moi, je pense, de toute façon, on teste, on va proposer d'autres opérations de dépistage. Et je pense qu'on sera force de lobby pour pouvoir demander des prises en charge, soit par les assurances sociales, soit par les mutuelles. Et je pense que les mutuelles nous entendront
parce qu'aujourd'hui, il y a des vraies économies à réaliser. Aujourd'hui, si toutes les mutuelles se sentent légitimes sur les plateformes de télémédecine, c'est qu'il y a une bonne raison. Ils ne le font pas parce qu'ils ont envie d'être des bons samaritains. Ils le font parce qu'il y a vraiment des économies à réaliser. Alors nous, on a une position très pragmatique. Peut-être elle est simplette. Peut-être que de livrer les médicaments aux patients isolés, c'est la plus grande bêtise du monde. Mais on le fait parce qu'on considère que le désert médical, ce n'est pas seulement l'absence de médecins. Le désert médical il existe dans les villes. Il y a des gens qui sont isolés. Ça fait partie de notre mission. En ce qui concerne votre solution de dépistage du mélanome, vous répondez à une nouvelle demande parce que ce sont des patients qui ne sont pas dans un circuit. C'est un peu comme la vaccination. C'est des patients peut-être qui n'auraient jamais fait de dépistage parce que personne ne va faire des dépistages. Il y a de temps en temps des grandes campagnes nationales qui sont faites par les dermatologues ou qui sont faites par les industriels parce qu'ils veulent s'appuyer sur des campagnes pour vendre plus de crème solaire ou faire penser aux gens à se protéger des méfaits du soleil par les crèmes. Il y a des grandes campagnes comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a eu aucune campagne où on a fait de la détection à grande échelle. Nous, aujourd'hui, quand on détecte le cancer du mélanome dans le réseau, c'est un réseau qui a un maillage qui est sur la France entière. Peut-être que ces informations serviront un peu plus tard pour faire des cartes d'épidémiologie. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, comme vous avez dit, il faut organiser. Mais aujourd'hui, démontrons notre force à pouvoir monter des opérations. Quand les pharmaciens ont vacciné, on n'a pas participé à ça, mais parce que c'était dédié à certaines zones en France. Certains des pharmacies Pharmabest étaient dans ces zones. Quand ils interrogeaient les infirmières qui vaccinaient, elles n'ont pas vacciné moins que d'habitude, que les autres années. Mais par contre, il y a eu globalement plus de vaccination, c'est-à-dire qu'on a quelque part réussi la campagne qu'on avait voulu faire, c'est vacciner beaucoup plus de monde. Et quand on a beaucoup plus de monde vacciné, il y a des économies sur la sécurité sociale, sur les arrêts de travail, et c'est toutes ces choses-là. Donc il y a ces nouveaux patients qui rentrent dans le circuit via la prévention. Et là, les autorités de santé ont beaucoup d'argent à gagner, forcément, mais il y a aussi l'observance. Et là, Stéphane, vous êtes plus sur l'observance. Et là, c'est dans le cœur de l'officine. Comment est-ce que vous aidez le pharmacien à recruter ces patients et à les rendre plus observants en les éduquant? Qu'est-ce que vous conseillez aux pharmaciens pour se positionner là-dessus? Oui, alors c'est effectivement une des problématiques majeures du programme, c'est l'enrôlement. En officine, donc ça se fait en officine, et l'obligation c'est d'impliquer l'équipe dans l'enrôlement, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas un représentant du programme qui va pouvoir justement gérer la présentation et convaincre les patients en officine. Il faut vraiment que ce soit un travail d'équipe qui se fait de façon très ciblée par rapport à des critères choisis sur les profils de patients. Et donc, on en parlait en début de conversation, c'est principalement sur des maladies chroniques, également des nouvelles prescriptions. Donc on a un nouveau traitement, forcément il y a des questionnements, et ça peut être aussi un moment clé pour proposer un programme de suivi thérapeutique. L'observance, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, je vais peut-être un petit peu me répéter, mais on n'a pas la recette pour cette question de façon générale. Il y a autant de cas particuliers dans l'observance que de patients par rapport au traitement, par rapport à la personnalité du patient. Certains pensent même que les diabétiques de toute façon de type 2 sont forcément inobservants parce qu'ils sont devenus diabétiques, donc c'est forcément parce qu'ils ont des prédispositions particulières. Donc l'idée, nous, c'est vraiment en tout cas, on s'assoit sur cette hypothèse qui est de dire que c'est dans ce suivi longitudinal que ressortira justement la solution à l'observance. Un petit mot aussi sur votre question tout à l'heure par rapport à comment convaincre justement les pharmacies d'adopter ces nouveaux services. Bon, en moyenne, je pense
les pharmaciens sont maintenant quand même assez sensibilisés à la diversification de leurs pratiques. Donc ça, c'est pas vraiment une question auquel on a affaire. En revanche, bien entendu, il y a le problème de l'allocation des ressources. Parce qu'en général, ils travaillent beaucoup, l'équipe, elle est ce qu'elle est. Donc forcément, qui dit ressources, dit revenus supplémentaires. Et donc là, c'est souvent forcément la question à laquelle on est posé. La solution probablement viendrait d'une implication de l'industrie, à mon sens, dans des programmes innovants en officine, quoi. Il est temps de prendre éventuellement des questions, s'il y en a parmi vous qui veulent interroger nos orateurs aujourd'hui. Moi, j'aurais peut-être déjà une première question pour vous qui va se poser aussi au niveau du patient. Comment on situe la limite entre justement la mission de santé publique et finalement le nouveau business en pharmacie? Comment sensibiliser le patient à ces valeurs ajoutées de la prévention dans son parcours de soins global via ces outils qui vont être payants pour lui? C'est pas à nous de décider pour le patient. Le patient, il est conscient de ce qui se passe. C'est très bien que s'il fait de la prévention, il sera moins malade. Je pense qu'on est en train d'infantiliser les patients, on parle pour eux, il faut mettre le patient au cœur, il faut l'habituer. Le patient le sait très bien. Dans leur façon de vivre tous les jours, de se soigner, de choisir peut-être des médecines naturelles parce qu'il y a moins de chimie ou de se nourrir autrement, ils ont réfléchi à cela. Je pense aussi que c'est l'offre qui crée la demande. Et je pense que c'est aussi à la pharmacie de se repenser. Aujourd'hui, quand on rentre dans une pharmacie, vous avez des comptoirs, des têtes de gondole et une ligne de délivrance de médicaments. Et peut-être que c'est pas ça la pharmacie. On peut tout à fait imaginer une pharmacie dématérialisée. Vous avez, comme chez les assureurs, qui ont très bien réorganisé quelque part leur point de vente, ou même, je pense, aux télécoms, où désormais, vous n'avez plus un seul appareil qui est exposé. Ils ne mettent pas 50 000 téléphones de toutes les marques dans leur espace de vente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des pôles d'accueil, de prise en charge personnalisée des besoins de chacun des clients. Et après, ils vont chercher la solution. Donc peut-être que la pharmacie, elle doit se réinventer de cette façon-là. C'est que c'est quelque part dématérialiser l'offre, effectivement, de parapharmacie, qui est un métier voilà, de quelque part de grande distribution. Le médicament qui est éminemment pharmaceutique et qui met en avant la compétence du pharmacien. Puis moi, je pense que maintenant, il y a à inventer le troisième levier de l'officine qui va devenir son principal. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le revenu du pharmacien vient principalement du RESP et de la rémunération sur le médicament. Donc aujourd'hui, c'est d'inventer ces services et de pouvoir, malheureusement, il faut les marketer, bien les présenter par rapport aux bénéfices du patient, quel bénéfice on va lui apporter, et de savoir le vendre et lui communiquer. Donc je pense qu'aujourd'hui, la révolution, c'est peut-être d'apprendre, ou dans le parcours d'apprenant du pharmacien, c'est à vendre un service payant. Et ne plus vendre des produits prévendus par la télé ou par les campagnes radio, de délivrer des médicaments prescrits par des médecins et d'aller dans les démarches de vaccination, d'accompagnement dans la médication complexe, et puis justement ces nouveaux services de santé avec un axe prévention et observance. Et peut-être que demain, ce sera des surfaces de 50 mètres carrés dédiées à des entretiens particuliers dans des petits box avec du full service. Je vais laisser la première question à Monsieur Bonnefond. Ouais, ça ne va pas être une question, malheureusement. Non, mais d'abord, je voulais vous féliciter parce que c'est vrai que ça permet de voir, vous travaillez dans des sphères qui sont parfois pas complètement connectées avec les professionnels, puisque vous êtes sur des choses digitalisées, etc. Et à un moment, vous vous connectez. Moi, je voulais vous donner des éléments de calendrier. D'abord pour vous conforter dans le travail que vous êtes en train de faire, parce que derrière, il va y avoir des choses qui vont se passer. L'élément de calendrier, d'abord, c'est la convention que nous avons signée qui
met clairement le pharmacien dans une orientation métier professionnel de santé. Ce qui n'était pas une évidence il y a 2-3 ans, où on était plutôt considéré comme un pousseur de boîte et on cherchait qui c'est qui pouvait remplacer le pousseur de boîte. Donc là, on a bien compris que le pharmacien pouvait apporter un service d'accompagnement de patients et d'aller dans des stratégies de prévention, de dépistage. L'autre élément de calendrier, dans la convention, ça va être chimiothérapie à l'officine, c'est-à-dire l'accompagnement des patients. Et donc, bien évidemment, dans cet accompagnement, il va falloir avoir des outils permettant à la fois de communiquer, à la fois de tracer ce que fait l'un et l'autre et comment on échange de l'information et à quel moment cette information a été donnée, partagée et quelle décision a été prise. Donc là, il va y avoir des éléments avec un patient qui est extrêmement fragile. On a besoin d'outils qui vont nous permettre de travailler avec l'hôpital, de travailler avec l'infirmière qui est à domicile ou de travailler avec des pharmaciens hospitaliers avec qui on va pouvoir échanger. L'autre élément de calendrier, c'est la sortie du décret service. Parce que tout le monde dit, ah, mais vous n'avez qu'à vendre. Oui, mais sauf que nous, on ne peut pas vendre n'importe quoi. La montre, on ne peut pas la vendre. Donc on a besoin d'avoir un décret qui nous permet de dire quels sont les services et les prestations et les conseils que nous pouvons apporter, qui peuvent être contractualisés après, dans un cadre conventionnel avec l'assurance maladie, avec des complémentaires santé qui peuvent proposer des services perte d'autonomie, ou le patient qui peut solliciter ce service parce que ça l'intéresse d'avoir un portage à domicile et c'est lui qui a décidé et il va le payer. Donc ce décret devrait sortir cet été. Alors normalement il devrait sortir le 14 juillet. Je pense qu'on aura toujours un petit peu de retard parce qu'en plus c'est un décret en Conseil d'État. Mais ça veut dire que l'orientation que prend la profession, elle est très claire, hein, et ce n'est pas la profession qui retient. C'était l'organisation du système de santé, voire d'autres professionnels qui avaient tendance à freiner. Mais nous on a déjà tout compris. Hein. On sait très bien que c'est vers ça, c'est pas vers plus de médicaments, vers plus de volume, vers des médicaments de plus en plus chers, que sera la ressource de l'économie de l'officine. Ça, c'est maîtrisé. C'est vers d'autres secteurs qui sont les services, mais bien sûr, il faut qu'il y ait un modèle économique. Et donc, les groupements qui se lancent dans des expérimentations, c'est extrêmement important parce que ça permet de débroussailler le terrain, de montrer que ça marche, de montrer que ça peut fonctionner avec des pharmaciens et que ça apporte des résultats. C'est ce qu'on a fait sur le dépistage du cancer colorectal en expérimentation, ce que vous êtes en train de faire sur le mélanome. Ça montre que la profession est intéressée, mais après, il faut bien sûr mettre en place un modèle économique parce qu'on n'est plus dans des périodes où on peut se permettre. Et puis, ce qui est gratuit, ça n'a aucune valeur, ni pour, bien sûr, celui qui le fait, mais également pour le patient. Donc, il faut à un moment montrer que la pharmacie, c'est l'espace avancé du système de santé, où on peut faire d'autres choses que dispenser des médicaments, où on peut justement avoir une communication avec des personnes qui sont expertes et qui sont plus éloignées, sauf que c'est un espace de santé réglementé, où on peut mettre en condition le patient pour avoir une vraie consultation. C'est pour ça que l'autre élément aussi de calendrier, c'est que là, j'ai eu Nicolas Revel pas plus tard qu'hier, on déclenche la négociation avec la pharmacie et l'assurance maladie sur la télémédecine dès le mois de juin, pour mettre en place l'équipement d'espace de confidentialité équipé avec des outils permettant de faire une consultation à distance pour des patients. Et il financera une partie de ce travail, en tout cas le temps qui sera passé par le pharmacien pour mettre en condition le patient, pour que le médecin puisse avoir un patient dans de bonnes conditions, bien évidemment, il envisage de le financer. Alors bien sûr, ça va être des négociations âpres, rudes, etc. Mais il reconnaît lui-même que d'abord la pharmacie c'est utile pour permettre à ce patient d'être consulté à distance, mais également que le temps qui va être passé, l'investissement qui va être fait, mérite une rémunération. Qui pour réagir à ces propos de M. Bonnefond? Je bois du petit lait, hein, puisque on en rêve, et effectivement, j'imagine le combat que ça a dû être et que ça va être. Parce qu'effectivement, on part de très très loin dans le monde on va dire, de l'officine, et je mesure l'immensité du travail qui est encore devant nous. Mais c'est quelque part le message positif que j'ai envie d'envoyer, c'est de dire désormais tout est possible. On voit que l'officine a fait sa révolution. On voit qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une maîtrise des coûts qui est inéluctable et voilà, on y est. Donc désormais, il faut trouver ce repositionnement, ce que j'appelle moi cœur de métier, en mettant en valeur les vraies compétences et qui répondent aussi aux enjeux de santé publique. Il me semble qu'on avait deux autres questions au fond de la salle.
Oui, on parle donc de réseaux sociaux de santé. Quel lien finalement entre la pharmacie et les associations de patients? Voilà, est-ce que, comment dire, vos solutions permettent d'établir ce lien, de le renforcer? Juste une précision, parce qu'en fait aujourd'hui quand on parle réseau de patients, on a deux choses. Ce qu'on appelle vulgairement les associations de patients, qui sont généralement par spécialité, enfin par pathologie plutôt, pardon, ou après des réseaux de soins. Je vois par exemple, nous on travaille avec les réseaux dans la CEP, dans les MICI, et donc là c'est des professionnels de santé en fait qui drivent. Donc je ne sais pas Xavier si tu peux préciser ce que tu... Alors je vais répondre de manière très honnête. L'ANSEM et les conditions à dire réglementaires en France sont tellement complexes et dangereuses qu'on n'a pas voulu mettre le bout d'un petit doigt dans le rôle des associations de patients. On l'a pas du tout intégré dans le... Mais par contre, c'est vrai que les associations de patients, tu as absolument raison, fait partie, est un maillon essentiel de ce que j'appelle de ce nouvel écosystème de santé qui se met en place autour du patient. Et on voit les class actions qu'il peut y avoir aux États-Unis, où c'est un enjeu majeur de en tenir compte. Mais aujourd'hui, dans la solution, en tout cas telle qu'on l'a développée aujourd'hui, ils n'ont pas été intégrés à tort, j'en conviens, mais par manque de moyens et de temps et de contraintes réglementaires. Ce dont vous parlez, ça existe déjà, notamment je pense à Patient Know Best au UK et un site qui s'appelle MD Live aux US. La grosse problématique de cette intégration, c'est la modération de ces plateformes, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a en ce moment une résurgence survivaliste de patients qui peuvent être contre la vaccination, de patients qui peuvent être contre les statines, de patients qui peuvent être contre ci, contre ça, et que donc pour être sûr que ces sites et ces patients, ces forums de patients ne soient pas pollués, jugement de valeur, mais ne soient pas aussi pollués par ces associations anti-vaccination ou anti-ci, anti-ça, ça demande une modération forte et qui de ce fait implique des coûts forts, donc ça crée une limite, mais on sait qu'il y a plusieurs millions de patients au UK et plusieurs dizaines de millions de patients aux US qui sont sur ces plateformes d'échange de forums patients intégrés à des solutions digitales. Nous, de notre côté, on travaille avec les deux, hein, aussi bien association de patients que réseau de soins. Alors la solution vient de la privatisation, en fait. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous disiez, on n'est pas pollué à partir du moment où le recrutement se fait majoritairement soit par le réseau de soins, soit par l'association de patients. Parce qu'ils gèrent des membres avec lesquels ils ont souvent des contacts physiques. Et donc, on est sûr d'avoir les bonnes personnes. Et c'est pas Tutu du 91 qui vient et qui dit n'importe quoi et qui, là, on est obligé de modérer. Donc ça, on n'a pas ce problème-là. Après, c'est vrai que c'est très compliqué. Je parle plus pour les associations de patients de travailler avec eux parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors, même si on leur donne... Mais ils n'ont pas de moyens. C'est toujours souvent des gens qui sont eux-mêmes soit des anciens malades, soit des parents ou de patients. Et l'expérience qu'on a, nous, c'est que l'association de patients, c'est compliqué sur les réseaux. C'est compliqué, et puis surtout, ils ne sont pas toujours très clairs sur ce qu'ils veulent y faire. Donc ça part un peu dans tous les sens. Donc ils font des groupes Facebook, ils sont plus sur des choses comme ça, mais on a énormément de mal à les... gérer, à les orienter et puis à faire qu'ils descendent les bonnes informations en fait. Je confirme complètement, nous on a beaucoup travaillé avec les associations de patients. C'est vrai que c'est difficile parce que leur priorité, c'est de trouver des financements, donc ils pensent qu'à ça. Et deux, il y a souvent un défaut de compétences, quoi. Donc l'un dans l'autre, je pense que la page Facebook c'est quand même bien. Oui, moi j'aurais une question de... Pardon. Il y a une autre aussi problématique, et c'est que en fait, nous dans nos systèmes, c'est du 2.0, donc ça marche dans les deux sens. Donc il y a la remontée d'informations aussi. Donc on est obligé aussi de complètement structurer différemment, parce que autant quand c'est un réseau de soins, c'est pas un problème à partir du moment où le patient est consentant qu'il y ait des remontées d'informations sur le patient vers le réseau de soins.
ce qui est complètement interdit, vers une association de patients qui n'est pas médicalisée et donc qui ne peut pas récupérer de l'information. Donc on est obligé de hyper structurer. Et donc ça repose un autre problème, et ça pose notamment un problème, c'est que, comme je dis toujours, c'est que je suis patient, je vais sur un réseau, je donne de l'information, je collecte de l'information pour quelqu'un. Si j'ai rien en retour, on est dans le gadget. Donc je vais faire ça 6 mois, enfin, souvent c'est plutôt 1 mois, 2 mois, 6 mois, et puis après j'arrête. Ce qui est complètement différent que quand je suis dans un réseau de soins, où l'information que je restitue, à un moment elle me revient sous forme de coaching ou sous forme d'informations très spécifiques par rapport à ma problématique. Et là j'ai l'engagement, et là je vais dans le long terme. Madame. Oui, je suis Patricia Ravillisson, je m'occupe d'un groupe de travail, de veille plutôt sur le futur du métier de pharmacien dans le cadre de l'Académie nationale de pharmacie. Et cette conversation m'intéresse vraiment. J'ai une question par rapport à l'implication. Quel est votre impact par rapport à toutes ces propositions et tout ce futur sur la formation du pharmacien? Et est-ce que véritablement, j'entends qu'on parle un petit peu de l'officine et vraiment du service direct aux patients, le pharmacien est présent dans l'industrie pharma, dans le medical device, dans plusieurs endroits, et un peu pluridisciplinaire. Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait des études, qu'est-ce qui est fait? Quel impact avez-vous pour former les gens adéquats pour le futur, qui est très proche? Voilà, je peux vous parler de la problématique à laquelle on a été confrontés quand on a lancé la prévention des risques cardiovasculaires en officine pour le présenter aux médecins. Et on a dû faire des LMS, qu'on appelle un Learning Management System. C'est des plateformes apprenantes qui permettent de faire monter en compétences sur 3 niveaux. Un, c'est rappel des fondamentaux, ce que font toutes les plateformes de formation qui existent en France. Ensuite, c'est de pouvoir travailler sur une hyper-spécialisation pour acquérir une légitimité par rapport au médecin. Parce que le médecin, au départ, dit mais il est un petit peu en défiance par rapport aux pharmaciens. Et puis quand il s'aperçoit que finalement il est hyper pointu sur un sujet, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'aller pas à pas sur une pathologie par pathologie, et qui permet de tout de suite démontrer que le niveau de compétence, il est là. Donc il y a un niveau de compétence très pointu donc sur la patho. Et le 3e niveau, c'est justement l'interprofessionnalité. Donc c'est comment prendre la parole, comment animer. Ce qui se faisait très bien en Suisse, à Fribourg, c'était les cercles de qualité qui se mettaient en place entre le pharmacien et le médecin de proximité. Et je pense que c'est des bonnes idées qu'il faut aller reprendre, qui ne sont pas très loin, à quelques heures d'ici en TGV, pour les partager et le mettre en œuvre. Et c'est parfois difficile quand c'est le pharmacien qui l'organise, parce que les médecins le bout ne le font pas obligatoirement. Et là, je vous rejoins, je ne sais plus qui l'a dit, mais en ayant le concours de l'industrie, ça peut aider. Et je pense que là, lorsque vous avez des industriels, des syndicats, mais qui est d'un niveau supérieur, qui montrent l'intérêt de santé publique, alors là, on est dans le partage de préoccupations et il n'y a plus, quelque part, de cloisonnement, qui était le début de mon intervention, qui était le principal écueil de la santé en France. Trop de cloisonnement. Donc là, il faut effectivement ouvrir de nouveaux chantiers de formation sur l'aide à la création de CISA, l'aide à la création de maisons pluridisciplinaires. Et on n'est pas préparé à ça aujourd'hui. Ou pas assez. Merci. Je crois qu'on découvre en fait qu'il y a beaucoup de compétences et beaucoup de pharmaciens qui travaillent dans plusieurs domaines en dehors de l'officine, et que c'est plutôt privé, je dirais. C'est des gens peut-être très discrets, on n'en entend pas parler, alors que leur rôle est très, très apprécié dans tous dans les industries de santé, etc. Et on le découvre parce que justement, dans des situations comme celle-ci, où ce sont des nouvelles technologies, etc., le fait qu'on ait une formation pluridisciplinaire de santé, on ne la communique pas assez, on ne dit pas assez qu'on est présent dans plein d'endroits, en plus bien sûr de l'officine où c'est bien visible vis-à-vis du patient, mais on a énormément d'impact dans d'autres endroits, et je crois que ça c'est un peu trop discret. En tout cas, il y a les URPS qui ont une vraie compétence et qui peuvent
et une vraie expertise dans ce domaine aussi. Donc, c'est vraiment d'élargir ici le champ d'action des pharmaciens. Et c'est pour ça que je parle plus de corporation. C'est ni pharmacien, ni médecin, c'est tous ensemble. Tout à fait. Oui, ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier que, je suis désolé, je me répète, mais ce sont des outils et, qui n'ont pas vocation à remplacer des choses, mais à fluidifier. Et donc, quand on parle de réseaux pluridisciplinaires, de réseaux de parcours de soins, ça ne marche que si c'est des gens qui fonctionnaient déjà aujourd'hui ou hier physiquement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur apporter des outils pour faciliter, pour qu'ils ne fassent pas ça le soir ou le week-end ou le samedi après-midi, parce que ils vont pas devoir se déplacer, ça peut aller plus vite, c'est dématérialisé dans le temps, dans l'espace. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les réseaux fonctionnent bien à partir du moment où vous mettez en réseau des gens qui se connaissent, qui déjà travaillent ensemble. Alors avant, ils travaillaient une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Là, ils vont pouvoir travailler tous les jours, tous les 15 jours, parce que c'est voilà, comme aujourd'hui, quand vous correspondez avec vos enfants, avec votre femme par SMS, ça va très vite. Donc c'est toujours important de ne pas perdre cette notion. C'est on met en réseau des gens qui se connaissent. Il faut qu'il y ait de l'humain. S'il n'y a pas d'humain, ça ne marche pas, parce que disons, on retombe dans le gadget. Si je peux ajouter une vision. Vous parlez de formation du pharmacien, et je pense que la formation doit être avant tout collaborative, ou du moins cet aspect-là qui est trop souvent négligé aujourd'hui doit être remis au goût du jour. Et notamment, on voit apparaître ce besoin qui va sûrement se préciser dans les mois et les années à venir, notamment avec le bilan partagé de médication qui va demander aux pharmaciens une expertise plus pluridisciplinaire qu'il peut avoir aujourd'hui, et cette demande et ce besoin qui va arriver de pouvoir communiquer avec les différents acteurs de santé autour de lui. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'au niveau des acteurs de santé, la facilité de communication et la facilité de pouvoir co-diagnostiquer ensemble, elle ne se fait pas forcément entre des gens qui se connaissent au préalable. Mais quand les acteurs de santé sont mis sur une plateforme qui leur est simple d'utilisation, dans laquelle ils se sentent en confiance, l'interconnexion, les échanges se font de manière assez spontanée et de manière assez cohérente. Et l'idée, du moins au niveau de notre travail, c'est de faire en sorte d'offrir une valeur ajoutée aux professionnels de santé, de sorte à ce qu'il ait une vraie valeur ajoutée quand il utilise un système. De ne pas lui mettre un système clé en main qui aurait été pensé pour lui, en lui disant, voilà, les différents syndicats de corporations ont pensé à cet outil, maintenant il faut l'utiliser, c'est obligatoire, mais lui offrir une plateforme qui a été pensée et élaborée autour de ses besoins, et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il ouvre, qu'à chaque fois qu'il l'utilise, il en tire une valeur ajoutée. Et c'est cette démarche qui fera que de lui-même, il ouvrira de nouveau, de lui-même, il interagira. Peut-être qu'au début, il va faire que regarder, peut-être qu'au début, il va faire qu'en tirer des enseignements, et qu'ensuite, il partagera, qu'ensuite, il commentera. Et c'est en partant du professionnel de santé lui-même, en lui apportant une valeur ajoutée, qu'il va s'intéresser à ces outils, et que assez rapidement, on va pouvoir observer un déploiement assez important. Et les enjeux de formation sont aujourd'hui, doivent être pluridisciplinaires et polydisciplinaires, et c'est grâce à ces partages d'expériences qu'on y arrivera, je pense. Si on n'a pas de dernière question, je vais clôturer cette table ronde en remerciant tout le monde d'avoir participé à cet échange, et n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux pour en savoir plus sur leurs solutions. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de congrès à tous.